Qui est toujours vivant, qui s'appelle Rav Moshe Pleshtek. C'est le Rav d'un kollel à Brooklyn. Et chaque année, au mois d'août, il fait comme un séminaire. Il va à 2 heures de route de Brooklyn. Il va dans l'État de New York. Et là-bas, il dirige tout un kollel pour les adultes. Et les gens, ils ne dorment pas là-bas. Chaque jour, ils font l'aller-retour pour étudier. Et cette année-là, il y avait un juif qui avait l'air d'un businessman qui venait tous les jours avec une Gemara Art-Scroll, traduite en anglais. Et il avait toujours le sourire aux lèvres, il s'asseyait et il lisait la Gemara à voix haute, mais qu'en anglais, c'est-à-dire apparemment il ne connaissait pas du tout l'araméen. Et au bout de quelques jours, ce Rav-là, il est parti le voir pour refaire sa connaissance. Et il lui a demandé comment ça va. Ah oui, ça va très bien et tout. Je suis venu pour étudier, c'est extraordinaire le Art-Scroll. Grâce à la Gemara en anglais, maintenant, j'ai fait des progrès. Et il a dit, je me permets d'étudier parce que maintenant, j'ai la maladie, j'ai attrapé le cancer au foie. Et donc, maintenant, je suis en arrêt maladie. Et comme j'ai découvert cette Gemara-là, maintenant, j'ai toujours rêvé de renouer mes liens avec le judaïsme. Je n'ai jamais osé apprendre la Gemara ou quoi que ce soit. Et maintenant, j'apprends et je fais beaucoup de progrès. Ça me rattache avec mes parents, mes grands-parents, avec tout le judaïsme et tout. Et je suis très, très, très content. Et bon, le Rav l'a félicité et tout. Et comme ça, c'était pendant tout le mois. Cet homme-là, il étudiait vraiment avec une grande rayoute. Il étudiait dans Shiva et quand il ne connaissait pas, il posait des questions à ses voisins. Et les voisins lui répondaient et comme ça, il était tout content. Mais à la fin du mois, vraiment tout à la fin, l'homme il était resté pensif. Il n'entendait pas étudier et tout. Alors Rav Moshe est parti le voir, il lui a demandé ça va. Il a dit oui, en fait non, je vais tout vous dire. La maladie elle se développe de plus en plus. Et je vois que je ne fais pas de progrès du tout en Gemara. Je pensais que j'allais avoir un bon niveau et tout. Mais rien du tout, je comprends rien du tout. Et même en anglais, je comprends rien. Et même quand je pose des questions aux gens, j'ai l'impression que... À quoi ça sert que j'avance? À quoi ça sert que j'étudie? Je suis nul et jamais j'arriverai à progresser. Alors le Rav lui a dit, écoute, c'est vraiment un shkar pratit. Quand je suis venu ici hier soir en voiture, j'ai écouté la radio dans la voiture, une émission juive. Et elle a un très bon enseignement et je veux te la partager. Il dit voilà, il y a un très célèbre compositeur italien, Arthur Toscanini. C'est un très grand compositeur. Et il est mort en 1967. Et lui, à la fin de sa vie, il y avait un journaliste écrivain, qui venait le voir pour prendre toute sa biographie, pour avoir toute sa vie, et que plus tard, quand cet homme célèbre il sera mort, alors ce sera publié. Et un jour, le journaliste, il a téléphoné à Arturo Toscanini, il lui a téléphoné et il lui a dit voilà, je suis de passage dans votre village, est-ce que je peux vous interviewer demain soir? Toscanini a dit non, demain soir, ça me dérange beaucoup, j'ai besoin de beaucoup de concentration, je ne voudrais pas que quelqu'un me dérange. On dit pourquoi? Il dit voilà, parce que
il y a une symphonie qui va être jouée en mon nom. C'est moi qui l'ai composée. J'aurais dû jouer, mais comme je ne peux pas me déplacer. Alors ça va être joué de l'autre côté de l'Atlantique. Et je voudrais l'écouter. Ça va être diffusé en direct sur les ondes courtes de la radio. Et je voudrais que personne ne me dérange à ce moment-là. Alors le journaliste a dit, si je me mets dans un coin de la salle et que je vous promets que je ne dirai pas un mot, je ne vous dérangerai pas et tout, est-ce que vous me laisserez venir chez vous? Ah d'accord, si tu promets que tu ne bougeras pas, très bien. Et comme ça c'était, le journaliste il est venu. Et il a vu le compositeur écouter vraiment de toute son attention la radio. Et ça a duré 1 heure. Et au bout d'1 heure, il s'est levé. Alors le journaliste lui a dit, c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Hein. Alors Arturo Toscanini lui a dit, pas tellement, non. Il a dit pourquoi? Parce qu'il y avait 120 musiciens dans l'orchestre, dont 12 violonistes, c'était prévu 12 violonistes, il n'y en a eu que 11 qui sont venus. Alors le journaliste, il a rigolé, il croyait que c'était une plaisanterie. Bon. Il est parti. Mais après, quand il est parti, il s'est dit, mais il n'avait pas l'intention de... On ne voyait pas qu'il plaisantait. Ça se trouve, c'est vrai. Alors il a téléphoné à la radio, il a eu l'orchestre, il a réussi à décorder l'orchestre, il a demandé, il dit voilà, j'ai écouté l'orchestre et tout, c'était formidable. Combien il y avait de musiciens là-bas? Il a dit 120. Et combien de violonistes? Normalement, il y en avait 12, il n'y en a eu que 11 qui sont venus. Alors il a téléphoné à Arturo Toscanini, il a dit excusez-moi, je croyais que vous plaisantiez, mais j'ai vu que c'est vrai, mais comment vous avez pu savoir qu'il manquait un violoniste? Dans les 120 musiciens, il manquait un violoniste, comment vous avez pu savoir? Alors Toscanini lui a répondu, voilà, toi tu ne vois pas de différence, les auditeurs ils ne voient pas de différence, mais c'est moi qui ai composé la symphonie. Chaque note, elle a une importance. Une note qui n'est pas jouée, ça manque. Et j'ai vu qu'il y avait des notes qui n'étaient pas jouées, donc j'ai compris qu'il y avait un musicien qui n'a pas pu venir. Et ça, c'est ça la aura, qu'il y a un chef d'orchestre dans le monde entier, que lui, il a créé un sidour, il a créé une mara, il a créé beaucoup de choses, il nous a demandé de faire des mises-votes. Et s'il y a une mise-vote qui n'est pas faite, une lettre dans un sidour qui n'a pas été lue, au moment donné, ça a une grande importance. Et c'est pour ça que nous, on doit tout faire pour que vraiment on joue là-dedans. Et bon, l'autre, le businessman, il l'a remercié. Et plus tard, 1 mois plus tard, Moshe, il a rencontré le fils de cet homme-là. Il lui a demandé comment va ton père. Il a dit non, mon père, sa maladie, ça avait progressé et maintenant il est parti. Mais je peux vous dire que vers la fin, il ne pouvait plus se déplacer. Et il prenait toujours son ascrol sur lui. Et à chaque fois qu'il ouvrait, il disait « Je vais accomplir ce que le grand chef d'orchestre du monde entier, il m'a demandé de faire. »
Il va demander. Il reçoit un coup de fil d'un inconnu et il lui dit: j'ai kidnappé ta fille et si tu veux la revoir demain à midi, il faut que tu me rapportes $1 million comme rançon. Et après donc ça se raccroche. Donc il se sent pas bien, sa femme n'est pas encore au courant du coup de fil, elle le remet dans ses états. Et quand il en fait part à sa femme, donc elle aussi n'est pas bien évidemment. Quelques minutes après, un deuxième coup de fil, toujours la même personne. Il lui dit: et je te préviens surtout, n'avise pas ni la police, ni tes amis, si tu veux retrouver ta fille vivante. Et donc il lui dit comment procéder. Donc demain à midi, tu iras dans le parc qui se trouve au bout de la ville. Et là-bas, à l'entrée du parc, il y a un banc. Et tu mets donc la rançon en dessous ce banc, en dessous le banc. Et ensuite, tu vas récupérer ta fille. Et il raconte. Donc l'ami il réfléchit, il ne sait pas comment faire. Mais il se dit: je ne vais pas prendre de risque, c'est ma fille. Bien sûr, l'homme était très riche. Je ne vais pas prendre de risque et je vais apporter l'argent comme il me demande. Donc le lendemain, il va à la banque. Il sort donc le $1 million. Et donc, il se dirige en direction du parc pour déposer là-bas l'argent. Arrivé au parc, il voit une voiture de police pas très loin. Et il s'inquiète un peu. Il a peur que les ravisseurs pensent que cette voiture de police, c'est lui qui a fait appel. Donc il se dit peut-être c'est par hasard qu'elle est un peu plus loin en voiture de police. Et donc il prend l'argent, il se dirige vers le banc, il met l'argent sous le banc, il se dépêche et il rentre chez lui à la maison. Arrivé chez lui à la maison, donc il retrouve sa fille, et sa fille lui dit: j'ai été pris, on m'a bandé les yeux, et après on m'a ramené dans la rue à côté, et je suis revenu, voilà, on m'a rien fait de mal. Bon, grâce à Dieu, il était content. Il avait pu retrouver sa fille en bonne santé. Et tout s'était bien passé. Arrivé le soir, il y a un policier qui arrive chez lui. Et le policier lui dit, sans explication, il lui rapporte sa bourse d'argent. Il lui dit: on était au courant de toute l'affaire. On a su que votre fille a été kidnappée. On vous a suivi. Mais malheureusement, les ravisseurs ont dû avoir peur, peut-être en nous voyant. Et ils n'ont pas récupéré l'argent. On voulait rattraper les ravisseurs. Donc comme ils ne sont pas venus récupérer l'argent, voilà, c'est votre argent, on vous la donne. Il récupère son argent, mais à partir de ce moment-là, il se sent très très mal. Parce qu'il se dit, les ravisseurs ont vu que j'ai pas tenu parole, donc ils vont s'en prendre à moi, à ma fille. Ils ne savaient pas du tout c'était quoi ces ravisseurs. Peut-être c'est des terroristes, de quelle sorte de ravisseurs ça peut être. Ils s'imaginaient les choses les pires possibles qui vont lui en vouloir à sa propre vie, à lui, à sa famille. Donc il a commencé à se barricader, il a tout fait pour la sécurité. Il avait un permis de port d'armes, il avait une arme sur lui. Mais bon, c'était pas viable, comme ça, des jours et des jours passaient. Il n'osait même pas sortir de sa maison. Il prenait un coup dans sa santé, dans son travail. Il pensait sans arrêt que les ravisseurs vont s'en prendre à lui parce qu'il n'a pas tenu donc parole. Et au bout de quelques jours, il se rappelle que dans la rue derrière chez lui, pas très loin, il y avait un chalier Chabad qui habitait là-bas. Lui-même n'était pas Chabad, pas religieux forcément, quoi. Et donc il se dit, bon, il y a un chalier Chabad, il avait déjà eu appel avec lui, je vais lui parler de mon problème, peut-être que, bon, il faut que je sorte de chez moi, en parler à quelqu'un. Il n'était pas sorti de chez lui depuis déjà plusieurs jours, depuis cette histoire, donc il va chez le chaliar Chabad, il lui explique tout son problème. Déjà le chaliar, il le voit, qu'est-ce qui se passe, monsieur Cohen, il était mal rasé, mal habillé, un homme très distingué d'habitude. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Cohen? Il lui raconte donc son histoire entièrement. Il dit: regardez, pour l'instant, vous allez habiter dans ma maison. Restez chez vous, c'est plus possible. Vivre comme ça dans la peur et dans la crainte, vous ne pouvez pas vivre. Venez chez moi, je vous mets une chambre à disposition. Au moins, vous pouvez vivre tranquillement et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il l'installe chez lui. Tout de suite, le chaliard prend les choses en main. Et donc, la belle histoire se passe à Montréal. Donc, il décide d'aller directement chez le rabbi. Donc il prend la route et il va directement chez le rabbi, et donc il écrit un mot au secrétaire en racontant toute l'histoire qui se passe. Donc il reste là-bas en attendant la réponse, quoi. Donc quelques minutes après, le secrétaire le rappelle, et donc il a la réponse du rabbi, et le rabbi lui dit qu'il doit donner cet homme doit donner le maaser de tout ce qu'il possède à la tzedaka, et
et qu'on entendra des bonnes nouvelles, Asker Alatzir. Et je vais mentionner ça au tombeau du rabbi précédent. Voilà, le chaliard, donc, il a la réponse. Donc, il s'est dit, donc maintenant, il n'y a plus de problème. Il reprend la route tout de suite à Montréal. Et donc, l'homme qui était pas Chabad, mais qui avait entendu parler du rabbi de Lubavitch, dès qu'il reçoit cette réponse, donc évidemment, il est tout à fait maintenant confiant, il est tout à fait tranquille. Il rentre chez lui à la maison, et il se dit, donc maintenant que j'ai la réponse du rabbi, donc tout va bien se passer. Et il reprend donc le cours d'une vie normale. Le rabbi lui a dit des bonnes nouvelles, donc c'est que certainement les ravisseurs vont être attrapés d'ici peu et que lui-même n'aura pas de problème, quoi. Une semaine après, le commissaire, il a un coup de fil du commissaire. Je veux que vous venez, donc il l'appelle, il se présente au poste. Donc il se dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a eu, ils ne se sont pas très bien encore. Mais encore une fois, il réfléchit, il se dit bon, le rabbi il a donné la bracha, tout va bien se passer. Donc il arrive au commissaire, et le commissaire, donc il lui fait part qu'en fait, ces ravisseurs-là, c'était pas du tout une bande de terroristes, c'était pas du tout des gens qui voulaient s'en prendre à lui ou à sa fille, c'était de simples voyous comme ça, qui voulaient trouver de l'argent un petit peu facile, donc ils l'avaient repéré, mais qu'ils n'ont aucune intention de lui faire quoi que ce soit comme mal, et d'ailleurs ils ont eu des remords après ça, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris l'argent, ils lui ont rendu tout de suite sa fille. Et quand il termine l'histoire, donc c'est le Cohen, donc il dit bon, bien sûr j'étais tranquille depuis la bracha du rabbi, mais il dit qu'il me semble que c'est tout à fait probable que ce soit des terroristes ou des gens très dangereux, et grâce à la bracha du rabbi, ça les a transformés en simples voyous qui n'ont rien fait de mal. Après son mariage, il décide d'aller un petit peu au shlichut, d'aider le shaliach au Chine. Alors il part au Chine, il prend un appartement, et même pas un jour, le lendemain qu'il arrive, il y a la police qui vient à la maison, et comme c'est un pays communiste, alors ils se commencent à interroger, ils se commencent à dire qu'ils ont fait là, il vient de l'Amérique, et il ramène lui dans une pièce et sa femme dans une autre pièce, il commence à passer dans un interrogatoire horrible, il ne sait pas comment faire. Il y a un moment, le policier, il va dans la chambre et il ramène une photo. Il dit lui, c'est qui celui-là? Alors il regarde la photo, il ramène la photo des rabbis. Et il dit, c'est qui celui-là? Alors il regarde la photo et me dit, mais ça c'est mon père. Et le policier dit, ah, vous êtes des frères de Shaliach. Et ils ont laissé lui partir. Pour dire, lui, il a dit c'est Rabbi, il a dit c'est mon père. Et c'était un instant comme ça. L'histoire est comment elle fait que moi j'ai sorti, après j'ai raconté l'histoire.
Et j'ai entré, c'était vers 12 h la nuit comme ça. Et je demande à un gars qui me donne une cigarette. Il me donne la cigarette, je dis attends, je vais raconter une histoire. Et je raconte l'histoire. Et c'est lui qui est arrivé l'histoire. Lui-même, je raconte l'histoire qui est arrivée sur lui-même. Un jour, on a appelé le Rav de la ville, qui s'appelait le Rav David Zwichen. Et on l'a appelé parce que quelqu'un était en prison et voulait le voir. Et donc il se demandait qui pouvait l'appeler, qui se retrouvait en prison et qui pouvait l'appeler. Quand il est arrivé là-bas, il a reconnu en prison quelqu'un de la communauté, quelqu'un qui était assez riche, qui avait assez de moyens. Et il l'a vu en prison en train de pleurer. Et il lui dit, d'abord il s'excuse de l'avoir dérangé, d'avoir demandé de venir, et qu'il avait quelque chose d'important à lui raconter et à lui dire. Et il lui dit, vous me voyez maintenant, vous avez l'impression certainement que je suis un chassid Chabad, puisque vous voyez mon chapeau et mes vêtements et ma barbe. Eh bien, vous vous trompez, je ne suis pas un chassid Chabad. Et quand il a dit ça, il avait la gorge serrée, et il a éclaté en sanglots, et après un petit instant, il s'est repris et il lui a dit, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Moi, je suis un homme d'affaires, vous savez bien, des affaires dans différentes branches et différents endroits de la Russie. Et pour mes affaires, je suis amené à voyager assez souvent. Et un jour, je prenais le train. Et comme je voyage souvent, je connaissais bien le contrôleur. Et le contrôleur m'a dit, vous savez, il y a un rabbin qui est assis là-bas en première classe. Si vous voulez, je peux vous proposer d'aller le rencontrer. Même si a priori ça ne se faisait pas, mais comme il le connaissait bien, il lui a proposé d'aller le rencontrer. Et moi j'ai pensé, pourquoi pas, il y a un rabbin, le voyage en train durait plusieurs heures, ben, ce sera l'occasion d'échanger quelques mots avec un Talmid Chacham. Sauf que quand je suis arrivé dans la section de première classe, où le rabbin était assis, je me suis aperçu que le rabbin en question, c'était le Rabbi Rachab lui-même. Et il était plongé dans ses pensées, il avait un air très sérieux, et donc moi j'ai pensé tout de suite refermer la porte et m'en aller. Mais avant que j'ai pu faire demi-tour, le Rabbi Rachab a levé ses yeux vers moi, il m'a fait un grand sourire et il m'a demandé de m'asseoir. Et puis il a commencé à me poser tout un tas de questions sur ma famille, sur mes affaires, et je lui ai répondu avec autant de détails possible. Et à la fin de la discussion, Rabbi Rachab m'a dit, j'ai entendu qu'on allait construire une ligne de chemin de fer qui irait jusqu'en Sibérie. Et comme tu as des relations dans le gouvernement et dans le monde des affaires et des travaux publics, je pense que ce serait une bonne idée que tu t'en occupes et que tu voyages en Sibérie pour t'investir dans ce projet. Et c'est comme ça que l'entretien avec le Rabbi Rachab s'est terminé. Et je suis ensuite sorti. Et je me demandais pourquoi le Rabbi Rachab voulait m'envoyer en Sibérie pour aller faire des affaires, alors que je faisais déjà des affaires sans aller aussi loin. Et ça m'a beaucoup tracassé parce que je ne me voyais pas partir, abandonner ma famille. La Sibérie, c'est très loin, donc il fallait abandonner ma famille pendant plusieurs mois pour aller m'occuper de ce genre d'affaires. Alors j'ai repoussé d'abord ce projet à un autre jour, et puis à une autre semaine. Et puis après un certain temps, j'y ai plus pensé du tout. Jusqu'à ce qu'il y a 2 semaines, il y a eu
un complot qui s'est tramé contre moi. On m'a dénoncé pour des choses que j'avais pas fait. Bref, j'ai été condamné à aller en Sibérie pour plusieurs années, dans les camps de travaux. Et il dit, maintenant j'ai compris. Et quand le Rabbi Rachab voulait que j'aille en Sibérie, il voulait que j'aille en Sibérie de façon tranquille et paisible. Et maintenant, je vais devoir y aller avec des chaînes, comme un prisonnier et pas comme un homme libre. Et bien sûr, tout au long de l'histoire, je n'ai pas arrêté d'avoir la gorge serrée, de pleurer. Et il lui a dit, voilà comment je paye de ne pas avoir écouté exactement ce que le rabbi m'avait demandé. Shabbat Tov à tout le monde. Quand on est en train de garder le sirop de Rabbi, on voit combien le Rabbi l'a donné à Potos pour faire un lave-malque. Le trouve aussi dans Yom Yom, mais on voit beaucoup, comme je crois, les premières années, le Rabbi parle beaucoup quand on se réunit ensemble. On raconte une histoire de Sadikim, surtout cette histoire, c'est quelque chose qui est en train d'amener beaucoup de résultats pour chacun qui l'assiste. Il m'a raconté un ravenement de Bournois, le père. Il m'a dit qu'un jour il était chez le rabbi. Le rabbi l'a tiré son bureau. Il a dit, voilà, ça c'est toute une liste des personnes qui ne viennent pas assister au lave-malque. Est-ce que vous, il a dit, vous êtes quelqu'un que vous connaissez de Russie, ces gens-là? Peut-être vous pouvez parler avec eux. L'important d'assister à ma marque. Beaucoup de gens pensent qu'il y en a des choses plus importantes. Pour ça, il faut savoir que la marque, quand on se réunit ensemble, c'est différent qu'après, on fait la chose, ma marque on fait plutôt dans la maison, sauf des cas exceptionnels. Et c'est quelque chose qui est très important. Et surtout, quand on prend la parole de Rebbe à la lettre, ça mène que des brachot dans tout, dans Gash Mitzerou. Nous sommes maintenant après la grande fête de Tishrei, que chacun a fait son possible de bien prier, de bien faire le mitzvah de Moed Tishrei
parce qu'on a pris des forces pour toute l'année. Et quand ça devient bien qu'il faut se rédarquer, ça a commencé depuis cette Cheshvan. Et aujourd'hui, c'est le Shabbat après cette Cheshvan. Et dans ce cas, ça donne des forces pour prendre tout le bien qu'on a ramassé, qu'on a acheté, comme le rappel précédent il a dit. Tout le bien qu'on a ramassé pendant le fête, soit digne de Shuvah, soit digne de être soumis à Dieu, soit digne de joie, et après il faut aller pendant toute l'année qui va venir, la nouvelle année. Et là, on vient à peine de rentrer dans l'Ignan des gens qui veulent rédarquer ou que Jacob, on n'a pas le nom, le niveau d'Israël, quand même on peut aller dans le chemin des Torah Mitzvot. Il y en a beaucoup de psychothérapies. Il y en a des gens qui pensent comment on peut être un chassid quand on prend la parole de Rabbi à peu près. On n'a pas besoin de prendre à 100%. On peut très bien prendre à peu près sorti bien. Pour ça, il faut savoir qu'une parole de Rabbi, c'est quelque chose qui est très important, qu'on ne peut pas savoir combien de biens, combien il faut être à la lettre, ça que le Rabbi dit. Quand on vient d'écouter l'histoire qu'il a raconté au rayon, qu'on voit très bien comment c'était une histoire aussi. Et Tercide me savent dans toutes les générations, il faut écouter le rabbin à la lettre. Qu'on ne peut pas dire qu'on va écouter à peu près et quand nous on écoute à la lettre, les enfants l'écoutent à la lettre, les petits-enfants, et là on fait l'éducation vraiment sans problème. Et je vais raconter une histoire qu'il y en a certains qui savent, mais quand même, comme samedi soir, on raconte une histoire, et ça c'est une histoire de Bachem d'Or. Et cette histoire, elle est double. On a raconté déjà plusieurs fois, le rabbin l'a raconté plusieurs fois dans le tome, qu'il y avait une fois le Bachem d'Or, il a fait un soukha. La soukha, elle était à peine 4 heures. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de détails dans cette soukha avec beaucoup de chélotes, que la Bachem d'Or a dit c'est 4 heures. Et tous les rabbanim qui sont dit à Meshbouch, ils ont dit non, qu'il tient que la soukha de Bachem d'Or n'est pas cachée. Le rabbi explique pourquoi le Bachem d'Or a dû rentrer dans telle chose, de faire un soukha avec plein de questions. Pourquoi il n'a pas fait un soukha normal, sans problème, qu'il se mette l'accord de tout le monde. Le rabbi l'explique parce que comme c'est un digne qui est marqué dans la Torah,
La Bachante a voulu amener ça dans le monde. Et personne n'a voulu construire un souka pareil. Pour ça, la Bachante a fait la souka. Après, avant le soir que le Bachante l'a dit, va être assis dans cette souka, et tout le monde les ont dit c'est pas cacheur. La Bachante va s'appuyer sur la table. Après, elle a ouvert la main. La fait montrer un papier. Il a été marqué du ciel. Ça a été marqué Souka Sabashemta. La Souka de Bachante le cache. Et c'était signé Malamatat, un des plus grands anges. Comme ça, la Bachante a eu une preuve que la Souka le cache. Et la Bachante voulait rester dans la Souka toute Soukot. L'arabe, qui ne sait pas si la queue dans le papier de Bachante, non, mais il n'était pas tout à fait d'accord. La Bachante l'a dit un jour, il aura besoin de moi. Comme ça, il a dit le Bachante. Et la fête de Soukot s'est terminée. La Bachante a pu rester dans la Souka. Et l'arabe, il était joli et tout, c'était normal. L'arabe, il a dit que où c'était le papier, ce papier-là, après c'était chez le petit-fils de Bachante, ça faisait que personne ne pouvait mourir dans cette ville. Comme il y avait dans la ville le papier des malachim, dans ce cas-là, on ne pouvait pas mourir. Et quand quelqu'un était déjà âgé, qu'il était en train de souffrir, on était obligé de le faire sortir de la ville. Parce que dans la ville, tant qu'il y avait le papier, on ne pouvait pas mourir. Le Balramab avec le papier rentrer dans la ville. Le Rabbi dit après le papier, il était perdu. Ça, c'est notre parenthèse. Le Rabbi l'a dit. Maintenant, on va retourner à la question des rabbins. Le rab, c'était avant Pessah, commençait très bien tout le programme qu'il était aussi dans le petit village. Des gens, ils ont dit, les non-juifs, ils ont dit, le rab a tué quelqu'un pour prendre le sang, pour fabriquer le matzot. Allez, le dame, on connaît très bien cette histoire qui était très bon. Même mon père m'a raconté qu'en 1947, en Pologne, la veille de Pessah, il y avait beaucoup de goyim qui ont voulu faire aller là, mais ils ont dit, voilà, les Juifs ils ont pris le sang pour faire des matzot. Pas seulement au Moyen-Âge, même en 1947. Mais de toute façon, c'était plusieurs fois. Dans ce cas, le goïm nous a fait sortir que les Juifs, le rabbin, il a pris des sons d'un non-juif, d'un jeune, pour faire le matzot. Il l'a tué. Qu'est-ce qu'ils ont fait le goyim pour dire c'est vrai? Ils ont parti dans une ville à côté, ils ont déterré un mort qui vient de mourir, ils l'ont déterré
et ils l'ont jeté dans la cour de rabbin. Comme ça, quand on va venir pendant le Seder, on va trouver dans la cour un mort. Ça veut dire que le rabbin a pris le sang pour le masse. Le rabbin est parti en pleurant sur le Baal Shem Tov. Et il a demandé au Baal Shem Tov qu'il était donné un conseil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé de ce programme? Parce qu'ils vont tuer, ils vont emmener le rabbin en prison, on va le tuer. Et beaucoup de gens. Le Baal Shem Tov l'a dit, il va prendre le jeune, il faut le laver, il faut mettre des habits de tous les enfants et les faire asseoir dans la nuit de Seder. Le Ram, il a demandé au Baal Shem Tov, c'est pas possible qu'il est mort, il va tracer avec tout le monde, va tous remarquer que c'est mort. Le Baal Shem Tov a dit c'est comme ça. Et le Ram, il n'a pas une autre possibilité. Il a lavé le jeune, il l'a habillé avec les habits des autres enfants, il l'a fait asseoir au Seder. L'année vers le 20, tout en une de Seder. À peine le rabbin il a commencé à faire la grata, la police l'a frappé dans la porte. Pas seulement la police avec quelques goïms, ils ont pris les cadavres du cimetière. Et ils ont dit à la police, le rabbin a pris des sons d'un mort, d'un jeune, ils l'ont tué. La preuve que ces cadavres, ils se trouvent dans la maison. Le rabbin a dit, moi je connais rien. Cherchez. Ils ont cherché partout. À la maison, dans le Torah, dans leurs armoires. Ils ont cherché le cadavre et ils ont regardé sur la table de Seder. Ils ont vu que des gens vivants dans tel cas-là. Et ils ont cherché, ça restait une heure et demie, et ils n'ont rien trouvé. Et lui, il a eu ce cadavre, il a eu un visage comme quelqu'un de vivant. Ça, c'était la bracha de Baal Shem Tov. Et les goyim qui ont fait le sale travail, ils n'ont pas rien pu dire à la police. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris parce qu'ils ont mis le cadavre ici dans la cour. Et ils ont été au coin de la rue pour surveiller, pour ne pas le cadavre qui sera enlevé. Et le rabbin, il était très content que grâce à Dieu, il n'a pas eu de problème. Après, il est venu sur Baal Shem Tov, il a dit qu'est-ce qu'il faut faire avec le cadavre. Le Baal Shem Tov a dit, pendant 3-4 jours, tu le gardes chez toi, jusqu'à ce que quand il va partir de rue à côté. Après 3-4 jours, tu vas l'enterrer quelque part, pour ne pas combattre. Mais comme ça, il a compris ça que le Baal Shem Tov l'a dit. Là, il se moque de ma Souka. Un jour, il aura besoin de moi. Dans ce cas, c'est l'histoire qu'il a racontée. Ça veut dire c'est ça.
Et ça, on voit comment c'est important d'écouter un parole de Rabbi. Quand on écoute le Rabbi à la lettre, on est sûr que ça s'ouvre des paroles dans tous les sens. Qui était très jaloux de ce juif-là. Il a décidé de faire du mal à ce juif. Il est venu dans son commerce avec son mécharet, avec son serviteur. Ils ont demandé une boisson chacun et sans que personne voie, il a mis du poison dans le verre de son mécharet, dans le verre, le propre curé. Le curé lui-même, il a mis dans son serviteur du poison. C'est bien que quand le serviteur il a pris aussi sa boisson, il est tombé raide mort. Donc on a tout de suite vu que c'est à cause de la boisson du juif qui a été mis, que ce monsieur est mort. Alors les gens ils n'ont pas tellement cru parce qu'en vérité ce juif il avait une bonne renommée. Ils ont dit écoutez peut-être ce monsieur-là qui est mort, il a eu un problème de santé et il est mort et puis c'est tout. Alors on a donné le reste de la boisson à un chien et effectivement le chien il est tombé mort. Donc en vérité on a vu que c'était vraiment à cause de la boisson. On a décidé donc de juger ce juif-là, d'avoir provoqué la mort d'un homme. Mais comme il n'y avait pas de juge dans ce village-là, alors on a convoqué, on a demandé à un juif d'une grande ville de venir justement jusqu'à ce village. En attendant, on n'a pas mis en prison ce juif-là, parce que ce juif-là avait quand même une bonne renommée, donc on ne l'a pas mis en prison. Mais quand même, ce juif-là, il s'est posé la question, comment se sortir de ce piège-là? Et il n'a trouvé pas de solution, parce que tous les preuves étaient contre lui. Sa femme, qui avait une grande émouna dans les tzadikim, le appartement du rabbi de Lubavitch, qui était le rabbi Rachab, il a dit, écoute, va voir le rabbi Rachab. Lui, il ne voulait pas au début, parce qu'il a dit, qu'est-ce que je vais gagner? De toute façon, toutes les preuves sont comme moi. Elle lui a dit, vas-y, justement, tu n'as aucune solution, alors vas-y au rabbi Rachab. Effectivement, il est parti voir le rabbi Rachab, il est rentré en Yechidout. Il y avait Rabbi Israël Noir qui était à l'Yeshiva et que cette semaine, on célèbre le 30e anniversaire de son départ de ce monde. Il était dans le village de Lubavitch, il a vu cet homme-là qui était venu voir le Rachab. Et il est rentré à Yechidout, il a dit au rabbi toute son histoire. Le rabbi Rachab lui a dit que tout allait bien, qu'il n'avait pas de souci à se faire, que tout allait s'arranger. Et la Yechidout était finie, juste avant de sortir, le rabbi Rachab lui a ajouté un tout petit mot. Il lui a dit, quand tu retournes, tu voyages en première classe. C'est tout. Il lui a dit, tu voyages en première classe. Vous savez qu'à l'époque, il y avait 3 classes, première, deuxième, troisième classe. Et comme les juifs n'étaient pas tellement riches, ils prenaient bien sûr la 3e classe. Alors il est rentré il a écouté le rabbi Rachab. À la station, il a changé son billet, il a acheté un billet de première classe.
Et il s'est assis en première classe, il a voyagé. Et bien sûr que dans le train, il réfléchissait, finalement, le rabbi ne lui a rien dit de spécial. Donc il se reposait la question, comment je vais me tirer de ce piège-là? Comment tous les preuves sont contre moi? Il y avait devant un homme bien habillé, on était en première classe, donc il n'y avait que des gens bien habillés. Et il le voyait pleurer, c'était un goy. Il lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Et vous savez, quand on a des problèmes, on se confie très facilement. Alors il lui a raconté toute son histoire. Et ce goy-là n'a rien dit. Il a écouté. Et au moment de descendre à la station, justement, où les deux arrivaient, le goy aussi est descendu à cette station-là. Et il a demandé, il a fait un appel d'offres, ce monsieur-là, ce goy-là. Il voulait acheter un terrain. Donc il a demandé qui est-ce qui avait les terrains. Il y a beaucoup de propositions. Et bien sûr, il y avait l'église, le curé, qui avait aussi des terrains. Vous savez qu'à l'époque, les églises avaient beaucoup de terrains. Donc ce monsieur-là, le goy qui a voyagé dans le train en première classe, il a choisi pour acheter le terrain de ce curé, du curé. Et ils ont commencé à faire, ils ont commencé à discuter le prix, ils ont été d'accord sur le prix, et ils ont commencé à écrire ils ont commencé à boire les chaïm. Ils ont dit, bon maintenant, puisqu'en vérité on est en train de faire une vente, on est des bons amis, on va fêter les chaïm. Ils ont commencé, on va fêter notre vente, on va boire les chaïm. Ils ont commencé à boire, et... Ah, les goïms, pardon, excuse-moi. Et... On va trinquer, exactement. Alors, et le juif, il a commencé à provoquer le goy, le curé. Il lui a dit, moi je suis un anti-juif, j'aime pas les juifs. Je leur fais ça, je leur fais ça, je leur fais ça, je leur fais ça. Et bien sûr que le curé, il a dit, moi je fais encore plus, et moi je fais encore plus. Et chacun, il essayait d'y raconter toutes les histoires qu'il a fait contre les juifs. Et finalement, le curé, il a dit, moi j'ai fait quelque chose encore plus que tout le monde. Et il a commencé à raconter cette histoire-là, comment il a tué son propre serviteur pour accuser le juif. Ouais, alors bien sûr que ce monsieur, il a dit, là, tu es très très fort, tu es fort, vraiment tu as gagné tout. Et effectivement, il a dit, maintenant on va signer l'acte de vente du terrain. Ce monsieur-là, en vérité, c'était le juge qui est venu de la ville. Et il était assis en première classe, en face du juif dont le Rabbi Rachab lui a demandé de voyager en première classe. Et quand il a vu cette histoire, il a lancé un appel d'offres pour avoir un terrain exprès pour acheter un terrain pour faire semblant d'acheter un terrain chez le curé. Une fois que le curé a expliqué toute son accusation contre le juif, qu'est-ce qu'il a fait le juge? Il a écrit les aveux sur un papier, et au moment de dire au curé, on va signer l'acte de vente, il a fait signer ses propres aveux. Donc le jour du jugement, le juif, en vérité jusqu'à ça ne savait rien du tout, le jour du jugement, quand le juif est rentré dans le tribunal, je ne sais pas s'il a reconnu ou pas, mais en fait le juge, c'était ce monsieur-là, et quand le curé il a commencé à accuser, il lui a dit, dites-moi, et c'était cet aveu-là, et il lui a montré ses propres aveux signés de lui-même. Tout ça simplement par un petit mot qui a été dit en simple en yéridout, un mot, tu voyageras simplement en première classe, sans explication. Il a écouté, il a sauvé sa vie. Qu'est-ce qu'il y avait après? Je sais pas. On a attrapé le curé, on l'a tué. On a tué bien sûr, on a attrapé le curé, on a tué le curé.
aïe, aïe, aïe.